8h32 sur BFM TV et RMC. Bonjour Marie-Lise Léon. Bonjour. Vous êtes la secrétaire générale de la CFDT, le premier syndicat de France. Merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment revenir sur l'événement hier sur BFM TV RMC, le débat entre les 8 principales têtes de liste aux européennes. Et vous me direz qui vous avez trouvé le plus convaincant ou la plus convaincante sur la question sociale. Mais avant cela, je voudrais vous entendre sur la nouvelle réforme de l'assurance chômage. Vous nous réservez ce matin la primeur de la réaction de la CFDT. À ce micro hier, la ministre du Travail, Catherine Vautrin, dévoilait les contours de cette réforme. Réduction de la durée d'indemnisation, durcissement des conditions pour être éligible à une indemnisation. Il faudra désormais avoir travaillé 8 mois sur 20 au lieu de 6 mois sur 24 mois. Pour Catherine Vautrin, dit-elle, il s'agit de s'aligner sur ce qui est fait en fait ailleurs en Europe. J'ai regardé, la CFDT a toujours été pro-construction européenne. Cet alignement, cette convergence européenne, c'est une bonne chose pour vous ? Alors, cette réforme, c'est une énième réforme. C'est la 3e ou 4e réforme de l'assurance chômage depuis 2019. Moi, elle me met en colère. Elle me met vraiment en colère parce que elle suppose un ensemble d'éléments qui vont à l'inverse de tout ce qu'on a pu construire, nous, organisations syndicales et patronales, depuis un certain nombre d'années. L'assurance chômage, ça existe depuis 1958. On a toujours agi en responsabilité. Et aujourd'hui, on assiste à un détricotage en règle d'un certain nombre d'éléments de protection. L'assurance chômage, ça porte bien son nom, c'est une assurance. Et je trouve que la raison pour laquelle je suis en colère, c'est que je trouve que c'est honteux que le gouvernement, aujourd'hui, se cache derrière, soi-disant, le plein emploi pour faire en fait une réforme qui est purement budgétaire. Oui. Ce sont plus de plusieurs milliards d'euros qui vont être faits sur les droits des chômeurs. Et là où l'Europe est souvent montrée en exemple, c'est que c'est extrêmement compliqué en fait de comparer des régimes d'assurance chômage. Cet argument ne tient pas. Cet argument, il tient pas du tout parce que quand on veut comparer des systèmes de protection sociale, il faut prendre l'ensemble des éléments. L'assurance chômage toute seule, ça ne veut rien dire. Et si on compare avec la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie, il faut regarder de façon beaucoup plus globale le régime de l'ensemble du système de protection sociale. Donc, quand ça les arrange, ils vont chercher des exemples pour faire des comparaisons. Mais quand il s'agit des droits... Là, je pense que la question fondamentale, c'est qu'on a un gouvernement qui veut uniquement faire une réforme budgétaire. On va y revenir sur les arbitrages budgétaires, Marie-Lise Léon, mais donc pas convaincu par l'argument de l'alignement européen, pas convaincu davantage que c'est une réforme qui permettra d'aller vers le plein emploi. Non. Un des arguments de Catherine Vautrin, c'est aussi dire, en fait, l'emploi, ce n'est pas que, ou le chômage, ce n'est pas que l'indemnisation, c'est aussi accompagner ceux qui cherchent un emploi. Et de ce point de vue-là, la réforme, plus globalement, aidera à les y accompagner. Non, parce qu'en fait, l'accompagnement, il va être plus difficile lorsque les personnes en situation de recherche d'emploi, elles vont savoir qu'elles auront moins de temps, qu'elles auront un niveau d'indemnisation qui sera moindre. Qu'est-ce que vous craignez qu'elles acceptent des jobs moins bien payés, moins bien qualifiés ? Ce que je crains, c'est la bascule vers la pauvreté. Clairement, aujourd'hui, on nous dit on veut faire une réforme pour aller vers le plein emploi. Le durcissement des règles d'assurance chômage n'ont jamais créé des emplois. On a aujourd'hui une réforme qui est purement budgétaire. On a une réforme d'incitation au retour à l'emploi, soi-disant, ce qui veut dire, et je trouve ça purement honteux, c'est de considérer que tous les chômeurs sont des profiteurs et des personnes qui ne recherchent pas d'emploi. Or, on sait exactement, quand on fait des contrôles sur les recherches d'emploi, qu'il y a 91% des personnes qui recherchent un emploi, qui sont au chômage, qui le font réellement. Et je trouve que c'est honteux de considérer que quand on est au chômage, on est privilégié. Et ça, c'est un message que l'on porte fortement. Et j'alerte tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Le chômage, ça ne concerne pas que les autres. Une personne sur 2, dans sa carrière professionnelle, va avoir un moment où il va passer au chômage. Donc, ça concerne tout le monde, potentiellement. Ça concerne déjà des millions de personnes qui vivent extrêmement mal cette situation. Et je trouve ça honteux de les stigmatiser comme ça et de considérer qu'on va aller comme ça vers le plein emploi. En fait, le vrai motif, il n'est pas sur la table. Le vrai motif, il est budgétaire uniquement. Pour bien comprendre, quand vous dites budgétaire, ça veut dire qu'il s'agissait par exemple de rassurer les agences de notation. On sait que vendredi, Standard & Poor's doit dire si la dette est soutenable. C'est ça ce que vous voulez dire par c'est budgétaire ? C'est budgétaire, c'est considérer qu'en faisant la poche des chômeurs, on va récupérer de l'argent. Le régime d'assurance chômage est en excédent depuis 2023. Mais il va dégager encore plus. Mais endetté, Marie-Lise Léon. Oui, il est endetté, mais on va procéder. Mais
pourquoi il est endetté? Le régime d'assurance chômage, il est endetté parce que ça a été un amortisseur social extrêmement important au moment de l'activité partielle pendant le Covid. Ce sont des milliards d'euros, on appelle ça d'ailleurs la dette Covid. Le régime d'assurance chômage a été solidaire. Il a été solidaire pour maintenir les emplois, les compétences. Et donc aujourd'hui, on fait payer aux chômeurs en fait cette solidarité. Je trouve ça honteux. Marie-Lise Léon, est-ce que vous avez une évaluation à la CFDT du nombre de personnes indemnisées sous les règles actuelles et qui ne le seront plus à partir du 1er décembre? On est en train de faire chiffrer, c'est pas la CFDT qui va le faire toute seule. On a un outil qui est extrêmement important qui s'appelle l'UNEDIC, qui est en fait un organisme paritaire où il y a les organisations syndicales et patronales et qui va faire ce chiffrage. Mais ce qui est fou, c'est que ce chiffrage, il va être fait après que les décisions soient prises. Vous dites on fait les choses à l'envers? On fait les choses à l'envers. C'est-à-dire que le gouvernement a regardé son tableur Excel, il a mis les curseurs là où il pouvait dégager un maximum de milliards d'euros. Et après, on va regarder quels seront les impacts. Moi, ce que je peux dire, c'est que les personnes qui seront impactées en premier, ce sont les jeunes. Pour quelle raison? Parce qu'en fait, ce sont eux qui ont besoin de quelques mois de travail pour rentrer dans le régime d'assurance chômage. Aujourd'hui, on est à 6 mois. Il va falloir travailler 8 mois pour 2 rentrer. mois de plus, c'est vraiment la mer à boire, Marie-Lise Léon. Oui, c'est difficile. Vous savez, il y a des chômeurs, ils comptent chaque jour de travail pour pouvoir s'en sortir et faire en sorte de pouvoir retourner vers l'emploi. L'exemple que prenait Catherine Vautrin, ministre du Travail hier, c'est de dire au fond, 8 mois sur 20 mois, c'est pour un saisonnier 2 fois 4 mois. Oui. Mais je prends un exemple, la récolte de la canne à sucre à La Réunion, c'est une période de 5 mois. Comment ils vont pouvoir compléter leur activité? Il va falloir travailler 3 mois de plus. Il y a dans certains secteurs, certains territoires, pour certaines activités, c'est très compliqué. Oui, c'est très compliqué. Vous savez combien il y a de contrats de moins d'un mois? 4,7 millions de contrats de moins d'un mois ont été signés en 2023. Ça a explosé. C'est-à-dire qu'on est sur des contrats courts, voire très courts. On voit aussi augmenter le nombre de contrats de moins d'un jour. Donc oui, 2 mois de plus de travail pour quelqu'un pour pouvoir accéder au chômage, c'est beaucoup. Mais là, Marie-Lise Léon, l'argument du gouvernement est tout trouvé. Vous dit bonus-malus. On va sanctionner les entreprises qui multiplient ces contrats courts. Vous avez entendu les annonces sur le bonus-malus? Moi, j'ai rien entendu. C'est une réflexion. Vous avez raison, c'est pas des annonces. C'est cash dans pour le les cadre chômeurs des et on verra plus tard pour les entreprises. Ça veut dire, vous soupçonnez le gouvernement de renvoyer à plus tard et de ne jamais le faire, au fond? Je pense qu'ils n'ont pas la main qui tremble quand il s'agit de diminuer les droits des chômeurs. J'aimerais qu'ils aient la main un peu plus ferme quand il s'agit de demander des comptes aux entreprises. Et ce sont les entreprises qui sont responsables de la durée des contrats, de la nature, du contenu du travail, de l'activité, des salaires. Donc, il ne faut pas non plus considérer que les salariés décident de tout. Mais le bonus-malus pour sanctionner les entreprises qui abusent des contrats courts, c'est une bonne idée sur le papier, Marie-Lise Léon? La question, elle n'est pas de la sanction. La question, c'est de diminuer les contrats courts et le recours à ces contrats. On a aujourd'hui des secteurs d'activité. De fait, si les entreprises les rendent plus cher. Il y a des secteurs d'activité qui aujourd'hui se moquent complètement des conditions d'emploi, lesquels, par exemple? des conditions de travail. Les entreprises qui notamment utilisent beaucoup de contrats courts. Le secteur du social et du médico-social, ils ne sont pas dans le bonus-malus. Aujourd'hui, ce sont les plus gros consommateurs de contrats courts. On est sur des activités non délocalisables. On est sur des emplois extrêmement locaux, territoriaux. Enfin, c'est incompréhensible qu'aujourd'hui le gouvernement n'aille pas vers une généralisation du bonus-malus. Marie-Lise Léon, je rappelle que vous êtes secrétaire générale de la CFDT, premier syndicat en France. Est-ce que dans cette réforme, vous saluez quelques avancées? Sur les seniors, par exemple, les plus de 57 ans, le gouvernement annonce la possibilité, s'ils acceptent des emplois un peu moins bien payés que leur dernier contrat, de pouvoir bénéficier et de leur salaire et de l'indemnité chômage pendant 1 an. Oui, mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est une aide au retour à l'emploi. C'est une aide. Mais qu'est-ce qu'on leur demande en fait? Quels sont les efforts que les entreprises vont devoir faire? Moi, je n'ai rien trouvé de ce côté-là en termes d'implication des employeurs à devoir quand même prendre leur part. 1, éviter de licencier les seniors. 2, favoriser leur retour à l'emploi. Ils réclament par exemple un CDI senior. Ce sont les seniors qui, sur leurs droits, vont payer le fait de pouvoir retourner à l'emploi. Donc, pour moi, c'est totalement déséquilibré. Les entreprises, par exemple, ce qu'elles mettent sur la table, c'est l'idée d'un CDI senior. Je crois que les organisations syndicales sont plutôt réservées. Ben oui, réservées, parce qu'à un moment, il va falloir bientôt que les employeurs vont demander à être payés pour embaucher les gens. C'est ça, en fait. Ils veulent des contrats aidés sur tout.
surtout sur les jeunes, sur les seniors. Mais je pense qu'on a un vrai sujet d'engagement des entreprises et de prise de responsabilité. Et j'aimerais que les employeurs rendent un peu plus de compte sur l'ensemble des aides qui leur sont octroyées. Je prends l'exemple du crédit d'impôt recherche, par exemple. Aujourd'hui, c'est 7 milliards d'euros par an, avec extrêmement peu de comptes à rendre de la part des entreprises qui le touchent. Je pense à Sanofi, par exemple. 1200 postes sont visés aujourd'hui. On en est au troisième plan social en 5 ans. Ils touchent énormément d'argent, des millions d'euros avec ce crédit d'impôt recherche, et ils peuvent mener des restructurations comme ils l'entendent. Moi, je trouve ça profondément injuste. C'est un enjeu extrêmement démocratique. Et aujourd'hui, je pense que les entreprises doivent être contraintes à rendre plus de comptes sur ce qu'elles font de ces aides publiques. Marie-Lise Léon, je vous ai rarement entendu aussi en colère. Quel débouché va avoir cette colère? Est-ce que je sais que vous allez vous voir entre organisations syndicales. On va faire le point entre organisations syndicales. Tout est sur la table. Le mot grève n'est pas tabou. Non, c'est pas tabou. Après, ça va pas forcément être l'alpha et l'oméga de l'action syndicale. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la situation des personnes qui vont être impactées par cette réforme. Aujourd'hui, ils sont invisibles. Aujourd'hui, on considère qu'ils sont tranquillement assis tous dans leur canapé à pas faire d'efforts pour retourner à l'emploi. Il y a une pétition qui est en ligne, qui concerne Alain, qui est un senior, qui a 58 ans, qui décrit extrêmement bien ce qu'est sa situation et ses difficultés de retour à l'emploi. J'encourage tous ceux qui sont sensibles à cette question, qui trouvent que c'est injuste, de signer cette pétition. Elle est sur change.org. C'est un premier engagement et un premier témoignage de cette solidarité. Je reviens sur les modes d'action. On voit par exemple que sur les Jeux Olympiques, la menace de grève par un certain nombre de syndicats a fait bouger des entreprises, des primes sont accordées, il y a des annonces tous les jours. Est-ce que sur l'assurance chômage, la grève est une option? Est-ce que parmi les autres options que vous avez, c'est quoi? C'est boycotter les futures discussions avec le gouvernement? Non, ça, on verra. Là, on va attendre le texte du décret. 2, avoir l'étude d'impact pour voir quels sont les effets directs. Les recours juridiques seront potentiellement aussi sur la table. Après, moi, je mélange pas tous les sujets. Les Jeux Olympiques, c'est une chose. Jeux Olympiques et Paralympiques, il y a cet enjeu pour la réussite de cet événement. La réforme de l'assurance chômage ne vous a pas convaincu de vous mettre en grève? Non, je ne vais pas brandir la menace de faire une action pendant les JO ou menacer les JOP parce qu'il y a une réforme de l'assurance chômage qui est sur la table. Ça serait pénalisé alors que l'ensemble des Français, des citoyens du monde qui ont envie de suivre cet événement festif, alors que c'est le gouvernement qui en porte la responsabilité, qu'ils assument. Marie-Lise Léon, vous le disiez, l'événement hier sur BFM TV RMC, c'est le grand débat des têtes de liste pour les européennes. Pendant un peu plus de 3 heures, les 8 principaux candidats ont échangé, notamment sur la question du pouvoir d'achat, des salaires et du travail. Est-ce que parmi ces 8 principaux candidats, il y en a une qui vous semble plus crédible sur la question sociale et sur la défense des travailleurs? Il y a des candidats et des candidates plus crédibles que d'autres. Je vous donnerai certainement pas de nom, puisque ça ne fait pas partie de mon job. J'invite tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là à aller voir sur le site cfdt.fr. Nous avons fait, une audition des candidats et vous avez on l'a retransmise. On a auditionné 6 candidats. Voilà, donc on avait les 6 candidats qui ont un projet pour l'Europe et qui n'ont pas un projet caché de détruire l'Europe de l'intérieur. L'ERN, Reconquête n'ont pas été sollicités par la CFDT. Je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être invités à la CFDT pour pouvoir s'exprimer. Et deuxièmement, ce sont des formations politiques qui ont intrinsèquement comme projet politique la création d'inégalités de droits entre les citoyens. Et pourtant, Marie-Lise Léon, alors dans ce cas, moi je relève un paradoxe immédiat. Dans notre dernière enquête ELAB pour BFM TV et la Tribune Dimanche, non seulement Jordan Bardella, le candidat du RN, surclasse absolument tous ses adversaires, mais surtout il est en tête auprès de toutes les catégories socio-professionnelles, à l'exception des cadres. Le candidat qui aujourd'hui recueille le plus de voix des travailleurs, c'est la tête de liste du Rassemblement national. Et vous dites, on ne lui parle pas? Non, on ne lui parle pas, mais après, ça ne veut pas dire que nous ne parlons pas à ses électeurs. Tous les travailleurs et les travailleuses qui se font duper et qui pensent que voter pour ces extrêmes, c'est voter pour du progrès, ils se trompent. Donc moi, mon travail d'organisation, en tant que responsable d'organisation syndicale, c'est d'aller à leur rencontre et de leur dire en quoi
c'est du mensonge. Mais est-ce que vous quoi vous expliquez pourquoi ils votent Rassemblement National? Ça fait partie il y a un ensemble. Je pense qu'il y a la question d'une forme de délitement d'un ensemble de formations politiques qui ont été moins en proximité. Moi, je pense que la question du travail et de l'emploi a été abandonnée par un certain nombre aussi de formations politiques. Ça fait longtemps qu'on parle beaucoup d'emploi, la question du travail, la question des conditions de travail, comment je peux bien faire mon travail, comment je suis reconnue, comment je suis respectée. Ça fait partie des choses dont les formations politiques et les partis doivent beaucoup mieux mettre en avant. Est-ce qu'il y a une part ou une forme de part de responsabilité d'Emmanuel Macron dans le fait que les travailleurs... Je vous dis ça parce qu'il y a pile un an, pendant la réforme des retraites, votre prédécesseur Laurent Berger mettait en garde contre une crise sociale qui se transformait en crise démocratique. Et lui disait attention, ce sont les extrêmes qui vont en profiter. Qui vont en profiter, oui. D'où ma question, est-ce que vous faites le lien entre la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage et un vote des travailleurs pour Jordan Bardella? Moi, je fais le lien entre cette tentation d'être séduit par des discours, parce que je pense que ce sont des discours uniquement pour accéder au pouvoir, que ce qui va être fait réellement sera extrêmement différent. On regarde les votes à l'Europe, par exemple. Le Rassemblement national vote contre l'égalité entre les hommes et les femmes. Il vote contre la transparence salariale. Il vote contre le devoir de vigilance, c'est-à-dire la responsabilité des entreprises donneurs d'ordre vis-à-vis des sous-traitants. Donc, c'est un projet antisocial. C'est clair. Après, qui en est responsable, ça je laisse Vous ne les faites politiques. pas de lien direct entre Emmanuel Macron et la montée du Rassemblement national. Puis c'est pas mon boulot. Moi, ma préoccupation, c'est de savoir comment on construit du progrès social. Comment on peut mettre les enjeux de travail, de pouvoir d'achat, les enjeux de protection, la façon dont on peut vraiment amener les travailleurs à se dire demain peut être meilleur. Nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. On défend les salariés, les travailleurs de Casino, par exemple, qui sont menacés d'être vendus ou de perdre leur boulot. C'est ça, moi, mon boulot. C'est ça, mon boulot. Le Rassemblement national ne répond pas à vos... Voter pour les extrêmes, voter pour l'extrême droite, c'est voter contre les droits sociaux. Le message est clair et limpide. Après, chacun fera son opinion. Votre en message fonction des listes. Là-dessus, il faut aller voter. Est passé, Marie-Lise Léon. Je voulais vous entendre aussi sur une actualité internationale. La CFDT s'est positionnée sur la reconnaissance par 3 pays européens de l'État palestinien, l'Espagne, l'Irlande, la Norvège, qui aujourd'hui vont officiellement reconnaître l'État palestinien. Est-ce que la France doit leur emboîter le pas? Moi, je pense que oui. Mon organisation y est favorable. Je pense qu'on est à un moment de tension extrême. La CFDT, elle est favorable. Bien entendu, il faut libérer les otages, il faut un cessez-le-feu et il faut la reconnaissance de 2 États qui doivent avoir la capacité de vivre en sécurité, chacun. Et donc, je pense que c'est une initiative qui doit inspirer le gouvernement français, la reconnaissance de l'État palestinien. Et cette reconnaissance, pour vous, elle doit arriver tout de suite? Ça veut dire que les appels au cessez-le-feu ne suffisent pas? Ça peut être... il faut le mettre sur la table dès aujourd'hui pour pouvoir au moins enclencher la mécanique. Je pense qu'on est sur des dispositifs qui vont prendre un peu de temps. Donc, le faire aujourd'hui, c'est aussi envoyer ce signal que pour la suite, il faut se tenir prêt. Parce que pour l'instant, la position de la France, c'est de dire ce n'est pas un tabou, mais pas tout de suite. La reconnaissance doit intervenir au bon moment et se pose la question, quel est le bon moment? Moi, si j'ai bien lu le communiqué de la CFDT, c'est de dire le bon moment, c'est tout de suite. Je pense qu'il faut mettre ce point-là sur la table dès maintenant. Et bien entendu, comme je l'ai dit précédemment, être également extrêmement ferme et clair sur le besoin et la nécessité de libération des otages et le cessez-le-feu. L'un des arguments qui était hier amené par le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, c'était de dire oui mais attention, parce que si cette question de la reconnaissance de la Palestine intervient maintenant, s'il y a un changement de pied de la diplomatie française, cela laisserait entendre que l'on donne raison à ceux qui ont déclenché l'attaque du 7 octobre. Non, je pense pas. Donc là je pense qu'on est à un moment de tension extrême et il faut pouvoir débloquer cette situation et aller dans ce sens-là. Je pense que c'est une bonne façon d'avancer et essayer de trouver une issue à ce terrible conflit. Vous faisiez partie des manifestants? Il y avait des manifestants de la CFDT hier dans le rassemblement parisien? Pas à ma connaissance, mais s'il y en a certains qui avaient envie d'en être, c'est tout à fait leur liberté. Oui, il y avait notamment un mot d'ordre qui était de mettre un peu plus de pression, de sanctions contre le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Nous, on reste toujours à notre juste place en tant qu'organisation syndicale. Donc on s'est exprimé via ce communiqué. On est extrêmement clair sur les messages et le fait d'avoir besoin de décoincer cette situation.
situation et de trouver une voie de déblocage, ça me semble extrêmement important. Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, merci d'être venue à ce micro ce matin. Je retiens donc que l'assurance chômage, vous êtes très en colère, pas de grève pendant les JO, mais il y aura une mobilisation, c'est bien ce que j'ai compris. Oui. Les syndicats décideront d'une forme de mobilisation dans les prochains jours. On va se réunir. Alors, on va se réunir prochainement. L'important, c'est de savoir exactement ce qui est dans le texte. Donc, on va aussi attendre d'avoir le projet de décret sur lequel on devrait avoir notre mot à dire. Et je pense que tout le monde aura compris ce que j'en pense. Qui sera publié le 1er juillet, le décret. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à vous, Marie-Lise Léon, et bonne journée à tous.